Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, j'ai peut-être commencé un tout petit peu trop tôt. Alors, je recommence. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live Studirama EGPN, la collaboration parfaite entre ceux qui savent et ceux qui savent pour vous, les jeunes qui voulaient savoir. Donc, tout va bien, vous êtes dans le meilleur des mondes puisque grâce à Studirama, vous avez accès à l'information au plus près de ce qu'elle a de, on va dire, précis et de sérieux et de réel. Et grâce à l'EGPN, vous avez accès à la vérité vraie. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée et nous allons commencer donc ce live. Et ce soir, on parle, sauf erreur de ma part, des métiers qui concernent le monde animal et particulièrement les métiers avec les animaux. C'est-à-dire, en gros, de quelle manière peut-on travailler avec les animaux? Quels sont les métiers qui concernent le concept? Il y en a, si vous voulez, il y a deux grands concepts, on va dire, concernant les animaux. On pourrait peut-être même dire trois d'ailleurs, hein. On pourrait découper en trois parties. D'abord, il y a ce que les gens appellent être soigneur, c'est-à-dire je suis soigneur, j'ai envie d'aider des SPA, des sociétés protectrices d'animaux, des zoos, des endroits où il y a des animaux, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein. Les zoos sont pas très à la mode, hein, mais des endroits où il y a des animaux et je veux les aider, aider le personnel, aider les animaux à bien vivre, à lutter contre les maladies, à faire les vaccinations au bon moment, à s'enquérir de la bonne santé, du bon environnement, de la bonne alimentation des animaux. Et si possible, essayer de faire de telle sorte que ces animaux puissent vivre comme dans une sorte de monde qui pourrait être leur monde, leur vrai monde, leur environnement, on va dire, initial. Ce qui évidemment est impossible. L'un des repères, j'y reviendrai peut-être, mais qui est important quand on est soigneur, c'est que si jamais l'endroit dans lequel on a un animal qui est en cage ou en tout cas qui vit enfermé avec d'autres animaux, s'il se plaît bien, s'ils se plaisent bien, on peut arriver à avoir de la reproduction, c'est-à-dire que les animaux vont se reproduire. Lorsqu'on n'a pas de reproduction, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à recréer les conditions initiales du milieu. Et ça, c'est un facteur, c'est un facteur qui est déterminant, hein, les conditions initiales du milieu. Et la reproduction, c'est-à-dire des petits, hein, c'est donc une conséquence qui est très déterminante et qui permet de savoir si oui ou non on a un bon milieu. Pour le faire simple, si jamais vous mettez un lion et une lionne dans une cage, ils peuvent s'accoupler 10 000 fois, ils ne se reproduiront pas, il n'y aura pas de petits. En revanche, si cette cage n'est plus une cage, mais un espace immense et que on peut retrouver un semblant de territorialité à la lionne et au lion qui leur permet de se retrouver un petit peu comme s'ils étaient chez eux, à ce moment-là, on peut avoir la possibilité d'avoir une progéniture. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce qui va concerner de près ou de loin le sauvetage des animaux. C'est-à-dire qu'on peut travailler. Alors, j'ai vu, hein, j'y arrive, hein, à la photographie notamment, aux animaux, j'y arrive, j'arrive. C'est vrai que ce soir, c'est particulièrement un focus sur la photographie, je l'avais un peu oublié. Et alors, donc, ben, justement, deuxième aspect, c'est la protection des animaux. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on va se rendre compte que on maltraite pour des raisons différentes, hein. Par exemple, vous avez des sternes, un exemple que j'aime beaucoup, hein, puisque c'est ma région natale, hein, le sud de la France, qui viennent nicher dans le sable et elles font donc des œufs dans le sable. Et à ce moment-là, les œufs sont prédatés, comme on dit, ce qui est un peu un néologisme, un barbarisme plutôt, par soit les humains qui marchent dessus, soit les chats qui viennent les déterrer pour les manger ou en tout cas jouer avec et donc les tuer. Donc là, on peut se retrouver avec des œufs de sterne qui ont été délogés, on peut se retrouver avec des petits qui naissent et qui n'ont plus leur famille autour d'eux, c'est-à-dire la mère et le père, plutôt la mère et la fratrie. Et dans ce cas-là, on va prendre soin de ces animaux. Donc on n'est pas dans le cas où les animaux sont déjà dans des cages, mais on est dans le cas où les animaux sont en liberté et on va s'occuper d'eux. Ou alors on va les protéger. On a une Robin qui dit arrêtez de m'envoyer des messages, je suis pas intéressé à cette école. Mais écoutez, Robin, écoutez la nature, vous parlez, c'est bien la nature. Et donc on a des animaux qu'on va baguer, qu'on va protéger, dont on va mesurer les ailes pour voir l'intérêt de l'espèce pour le milieu. On va s'occuper de rentrer en contact avec des animaux qui sont en liberté
et pour lequel on va trouver des moyens de gestion, de protection, d'inventaire, hein, ce qu'on appelle l'inventaire faunistique et floristique. Et donc là, on est en contact des animaux. Et puis, pardon, le troisième point, c'est on n'est plus du tout en contact avec les animaux en direct. On les a pas dans un endroit particulier. On peut pas les récupérer d'un endroit. On va, à l'inverse, les photographier, les filmer. Et alors aujourd'hui, vous avez plusieurs catégories de spécialistes qui vont prendre des photos ou qui vont filmer les animaux. Et vous avez donc le premier qui est, on va dire, le photographe animalier. Donc c'est la formation. Hein. À l'EGPN, on a une formation de photographe animalier. Hein. Vous avez la possibilité de faire un bachelor, c'est-à-dire un bac plus 3 pour prendre des photos, pour apprendre à prendre des photos, c'est-à-dire pour apprendre à capter le réel, à rendre nécessaire, à rendre réaliste pardon, et visible la nature. Et c'est totalement nécessaire. Et je vais revenir dessus dans quelques instants. Donc là, vous êtes toujours à distance et ce captage d'images peut avoir plein d'utilisations différentes. On peut capter le fond des océans pour essayer de le comprendre, pour essayer de le cartographier. On peut capter des animaux en vol pour essayer de déterminer s'il y a des phénomènes de migration qui sont en chute libre, ce qui est un peu le cas en ce moment, ou à l'inverse, qui se développent. Et on peut améliorer les systèmes d'information géographique, c'est-à-dire des cartes qui sont des cartes vivantes dans lesquelles on met des mouvements d'oiseaux, on met leur nidification, on met leur zone de prédation, on met leur zone de reproduction. Et donc, ce sont des cartes, si vous voulez, qui sont en quelque sorte en 3D, dans lesquelles on met la vie. Et ça, c'est la cartographie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'écologue, hein, il est totalement informatisé. Il ne faut pas croire qu'il se balade avec son chapeau de paille et sa pâquerette entre les dents. Bon, à la limite, il peut le faire, mais il a aussi un téléphone portable, une connexion Internet, un ordinateur portable, évidemment un appareil photo si jamais il veut faire de la photo. Et donc là, on va amener de l'information dans la cartographie. Il y a aussi tout simplement la photographie animalière de plaisir et qui permet de documenter des campagnes de publicité, des campagnes de protection de VVF par exemple, des campagnes de protection pour la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. Et là, vous allez capter des images et vous allez donc nourrir la connaissance qu'on a du terrain et on va s'en servir d'un point de vue un peu publicitaire. Mais globalement, l'image, et là c'est très important, on a beau être dans le 21e siècle, on n'a pas vraiment évolué depuis un siècle. C'est-à-dire que depuis que l'appareil photo existe, depuis que là, on peut saisir des images, hein, appareil photo, film, tout ce que vous voudrez, on se rend compte que finalement, peu de gens ont accès au réel tel qu'il est. Et le photographe est le journaliste par excellence, le reporter par excellence. Pas de photographe, pas de réel. Si jamais on vous dit j'ai vu un chamois, il était blanc, il avait 4 cornes, et j'ai vu une licorne, elle était dorée, elle avait des ailes, vous ne croirez pas. Maintenant, si on vous dit j'ai juste vu un chamois et j'ai juste vu un cheval, peut-être que vous allez le croire. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de photo. Avec le photographe, avec le reportage filmé, vous avez une image, vous avez une preuve. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'autre autre manière de prouver le réel. Alors certes, vous allez me dire, oui, il y a l'IA qui reproduit des images et tout. C'est vrai. Il y aura toujours des gens qui font des fausses images. Ne vous inquiétez pas, Staline le faisait déjà. Et il n'avait pas besoin de l'IA pour faire des fausses images. Donc, la fake image, la fake news, la mauvaise et fausse information, elle existera toujours. Et il y aura toujours des gens pour contrôler, il y aura toujours des gens pour contrôler le contrôle, etc. Plus on fait de progrès d'un côté et plus on fait de progrès de l'autre. Plus les bandits font des progrès, plus, entre guillemets, les non-bandits font des progrès. Et vice-versa. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça, mais au contraire, il faut profiter de ça. Pendant des années, on a dit il n'y a plus d'ours blancs, c'est terminé, ça y est, il en reste 2 paires au Groenland et 3 paires en Sibérie et c'est fini. Et puis on s'est rendu compte que c'était des bêtises parce qu'il y avait encore beaucoup d'ours blancs. Ça ne veut pas dire qu'il y en a trop, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en péril, ça veut juste dire qu'on disait des bêtises. Donc, l'image, la photo sont ultra nécessaires pour rendre compte de la réalité. Et si vous réfléchissez bien, la réalité de la nature, vous n'y avez pas accès autrement. La preuve, c'est que pour les questions de Covid ou d'épidémie, la seule manière que vous avez de vous rendre compte qu'une épidémie existe, c'est de voir des cadavres, c'est de voir la mortalité, c'est de vous rendre compte par l'image. Donc l'image, elle acquiert quand même un statut, elle a acquis un statut, et elle a encore ce statut donc dans notre vie, dans notre époque, dans notre société, un statut presque ontologique, c'est-à-dire par essence de preuve. Et on n'a pas d'autre manière de le prouver. On ne croira jamais quelqu'un qui racontera quelque chose. On le croira si
il est documenté. Donc, vous devez, si jamais ça vous intéresse, avoir ça à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma photo? Est-ce que j'ai envie de faire de la mode, de la publicité? Est-ce que j'ai envie de rendre compte du réel? Est-ce que j'ai envie d'aller saisir ce que les autres n'ont pas saisi, donc l'image que les autres n'ont pas saisie? Est-ce que mon désir, il est purement esthétique? Parce que quelle que soit l'envie que vous avez du travail. Alors, je vais un peu répondre aux questions, hein. J'ai vu qu'il y avait des questions, vous inquiétez pas, je vais y répondre. L'idée, si vous venez chez nous, à l'EGPN, faire le bachelor en photographe animalier, c'est qu'on vous apprenne, un, à faire du diagnostic écologique, comme tous nos élèves qui sont écologues, et deux, que vous sachiez vous servir des appareils, qu'ils soient évidemment photographiques ou qu'ils soient de vidéo, c'est-à-dire que l'image soit fixe ou que l'image bouge. La question de savoir si c'est de l'argentique ou du numérique, elle n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. On peut se faire plaisir avec du numérique, avec de l'argentique, pardon. L'argentique, hein, vous savez, c'est la vieille photo, on met la pellicule, c'est pris dessus et on ne peut pas travailler à partir de la data. Alors que numérique, en fait, ce sont des 1 et des 0 et on peut travailler à partir des pixels et on peut récupérer des bouts, etc., les retravailler ou les isoler, etc. Donc aujourd'hui, évidemment, tout est en numérique, même si on peut se faire plaisir à côté, entre guillemets, à l'ancienne. Donc, la question de savoir comment on travaille avec ces appareils-là, elle est importante parce que vous devez avoir un haut niveau de compétence et vous devez avoir un haut niveau de compétence par rapport à la vision que vous pouvez en avoir. Le mieux, c'est de mêler les deux. Et là, je viens à ce que font nos étudiants. Nos étudiants, il y en a beaucoup qui sont à la fois photographes et à la fois, évidemment, diagnostiqueurs en écologie, c'est-à-dire qu'ils font du diagnostic écologique, ça veut dire qu'ils sont les médecins de la nature, comme je le dis, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire dans les lives, et qu'ils donc sont en mesure d'aller sur un territoire, de regarder le territoire, de l'analyser, de le couper en morceaux. Analysis, hein, c'est je coupe en petits morceaux. La synthesis, c'est l'inverse. Je réunis des morceaux qui se ressemblent, d'accord? Donc je mets le bleu avec le bleu, le vert avec le vert, le rouge avec le rouge. Ça, j'ai fait une synthèse. Quand je découpe en petits bouts toute l'image, et ben là, je fais une analyse. Donc on fait une analyse de ce qu'on a sur le terrain. Puis après, on fait une synthèse en disant bon ben là, il y a des arbres, là c'est un milieu fermé, là c'est un milieu ouvert, là on a un milieu campagnard, montagnard. Ici on a des haies, là on a des mares, peu importe, etc. Et donc ça vous fait réfléchir et vous dites, bon, ben, mare, héron, batracien, salamandre, tiens, je vais choper la salamandre dorée, etc. Tiens, je vais me mettre ici, voilà. Donc, on a, par la connaissance du monde animal, la capacité à se mettre au bon endroit pour faire la bonne photo. La bonne photo, c'est pas qu'une histoire de chance. C'est une histoire de chance parmi les meilleurs photographes du monde qui eux-mêmes ont des connaissances de naturalistes très, très élevées. Le bon naturaliste, c'est celui qui sait se mettre dans le bon sens du vent, qui sait respirer au bon moment, qui sait attendre le bon moment, qui a donc la connaissance du monde animal, de l'éthologie, hein, le comportement animal, et qui sait exactement ce qui va se passer parce que l'animal a une certaine forme d'habitude. Hein. Un animal, c'est casanier, hein, j'ai envie de dire, ça reproduit son habitude. Ça s'adapte très bien également, mais la chance pour nous, si on veut les observer, c'est que ça fait toujours la même chose. Enfin, la même chose que cet animal fait. Hein. Ils ne font pas tous la même chose, on l'a bien compris. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a très peu de photographes qui sont en mesure, et vous l'avez peut-être remarqué, de prendre des animaux alors qu'ils se reproduisent. Donc des animaux qui font l'amour, si vous voulez. J'utilise ce terme qui est un petit peu un terme humanoïde, mais oui, on peut imaginer que les animaux éprouvent une sensation d'amour, une sensation de sensibilité. Je ne suis pas en train de dire que l'animal est exactement comme un être humain, mais on peut quand même ne pas dire que l'animal est juste une brute épaisse et qu'il ne ressent rien, c'est complètement idiot. Donc, prendre un animal en train de faire l'amour, c'est assez difficile. C'est difficile pour deux raisons. La première, c'est que l'œil du photographe se met si vous voulez, des censures. On va automatiquement se retrouver dans une situation un petit peu comme si on était voyeuriste, voyeur, et donc on va éviter ce genre de situation. Deuxième raison, c'est que c'est très difficile. Deux animaux qui font l'amour, c'est très difficile de les prendre en photo parce que ils se planquent, évidemment. Eux aussi, le regard de l'autre les dérange. Eux aussi, l'homme qui est un intrus, pardon, et qui est une menace, un prédateur, va les inquiéter et donc on va pas faire ça devant l'homme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de reproduction dans les zoos. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, dans les conditions du milieu. Lorsque vous avez un photographe avec un appareil, l'animal le sent, l'entend, l'appareil photo, à plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres. Donc, la question de savoir si on peut prendre un animal dans son intimité, aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi. Donc, vous voyez, le photographe animalier, il a encore
un long chemin à parcourir. Et puis en plus, on peut prendre des photos de loin, mais avec des qualités qui ne sont pas forcément excellentes. Quand je dis de loin, c'est très loin. Par exemple, si vous essayez de prendre des photos d'un animal à 2 ou 3 kilomètres, c'est impossible. Enfin, vous allez avoir une tâche, quoi. Vous voyez rien du tout. Donc la technologie aujourd'hui, elle est très très faible par rapport à ce qu'on pourrait voir. Parce qu'à 3 kilomètres, on pourrait estimer qu'effectivement, on ne rentre pas dans l'intimité de l'animal, des animaux, et donc on est tranquille, on peut quand même en saisir un peu plus qui sont en train de faire des choses qu'on aimerait bien voir. La reproduction, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a quand même des lacunes très importantes dans les phénomènes de reproduction. En éthologie, la reproduction, c'est un domaine dans lequel on a assez peu de connaissances. On a tendance à dire globalement que le mâle ou la femelle fait le beau pour attirer l'autre, mais on ne sait pas dire si c'est les deux qui le font, on ne sait pas dire si c'est tout le temps le cas, on hésite, on affirme pendant des décennies que c'est plutôt le mâle et puis après on se rend compte que c'est plutôt la femelle, et puis on se dit que finalement c'est l'un ou l'autre, etc. Et puis, bon, ben, c'est assez complexe. Et peut-être que comme la race humaine, on pourrait se dire que les animaux sont aussi variés et avec une fréquence de différence aussi élevée que les êtres humains. Toujours est-il que voilà des domaines dans lesquels on a peu de connaissances. De la même manière, prendre des petits animaux, des enfants, des petits, la progéniture, qui est en train de manger, qui est en train de pleurer, qui est en train de se battre, qui est très difficile. Vous avez les parents qui veillent au grain, et je peux vous dire qu'avoir des lionceaux qui sont naturellement, pas dans un zoo, en liberté, encore dans le zoo, il n'y a pas beaucoup de lionceaux, et les prendre en train de jouer, c'est très difficile. On a quelques cas de grizzly, quelques cas comme ça d'animaux qui sont obligés de se rabattre sur les villes ou les endroits où il y a de la nourriture parce que réchauffement climatique, parce que changement de la végétation, et donc les animaux, notamment grizzly, ours, bruns, en Sibérie et dans le nord de l'Amérique, se rabattent sur les habitations. Mais mis à part ça, on a quand même du mal à les voir. Donc, vous avez beaucoup de choses qui sont encore à découvrir et prendre en photo des animaux ou des plantes, parce que tout à l'heure je focalise sur les animaux, parce que c'est ce que vous aimez, mais vous avez des plantes merveilleuses. On peut arriver aujourd'hui à prendre des plantes qui sont en train de bouger. Aujourd'hui, on ne sait pas encore bien analyser les reproductions de certains arbres, où on sait que d'un arbre à l'autre va passer l'allèle reproducteur, et on se demande encore comment ça marche. Bon ben voilà, et voilà des choses qu'on a à capter, qu'on a à comprendre. Donc c'est voilà un travail qui est très important, très intéressant, et qui nécessite de l'image. Une captation, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors oui, les appareils sont de plus en plus perfectionnés, mais il nous manque encore du chemin pour y arriver et pour faire les choses bien. Donc c'est passionnant, hein, la photographie animalière, la photographie dans le monde, c'est merveilleux, d'autant que vous êtes obligé quelque part de respecter la nature. Quand vous êtes sans l'appareil photo, vous avez une responsabilité, mais quelque part vous vous dites, bah, si je fais du bruit, l'animal s'en va. Bon, c'est pénible, mais là, si vous avez votre appareil photo et que vous faites du bruit, bah, vous n'avez pas la photo. Donc, ce pourquoi vous êtes venu n'a plus de sens. Et alors là, je peux vous dire que ça change complètement votre vision. C'est-à-dire qu'on est nettement plus respectueux lorsqu'on a un appareil photo ou une caméra dans les mains que lorsqu'on n'en a pas. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Et lorsque vous avez des photographes animaliers qui sont plusieurs, vous les verrez jamais travailler ensemble. C'est-à-dire, vous n'allez jamais voir 5 photographes animaliers alignés comme ça en train de chercher la bébête. Impossible. Alors que des écolos, des écologues, des vrais, des bons, ceux conformes, eh ben, ils vont pas hésiter à se balader à 5 dans une forêt en espérant voir quelque chose. Alors c'est idiot. Pourquoi 5 5 fois les vibrations dans l'espace, l'odeur, la chaleur que représentent 5 êtres humains, etc. Laisse tomber. Vous verrez rien du tout. Donc, vous voyez comme quoi on a une conscience des choses beaucoup plus prégnante lorsqu'on sait qu'on doit être seul, immobile, dans le silence, au calme, du bon côté du vent, du bon côté du soleil, du bon côté du bruit, pour pouvoir capter l'animal, que lorsque on est à plusieurs. Donc, le photographe animalier, c'est un petit peu l'écologue qui a un rang supplémentaire, déjà d'équipement, et de compréhension et d'analyse du milieu. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, en général, les photographes animaliers sont les meilleurs de nos étudiants, les plus naturalistes de nos étudiants. On dit que quelqu'un est un naturaliste lorsque la nature représente un tel attrait que, un, il apprend énormément de choses, deux, il est capable de l'observer. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on est dans un monde scientifique. On n'est pas dans un monde où on raconte n'importe quoi. On est dans un monde où on voit les choses, on analyse, on comprend, on a des bouquins, on a de la connaissance, et donc on est sans arrêt en train de travailler sur du fait scientifique.
qui parfois peut être contraire à ce qu'on lit dans les livres et on peut être étonné, on peut ne pas comprendre et puis voilà, il y a beaucoup d'erreurs dans les livres, il y a beaucoup de mauvaises interprétations et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à savoir si oui ou non c'était comme ci, comme ça, et cetera. Donc c'est fabuleux de pouvoir travailler avec un appareil photo. Et puis après, il y a le travail quand vous rentrez à la maison. C'est-à-dire que vous avez votre série de photos, vous avez différentes écoles, vous avez celui qui shoot 3000 photos et qui va passer 6 mois à les dépioter, et puis vous en avez qui sont plus, en général, plus mûrs et qui shootent un petit peu moins, hein, et donc qui vont avoir un peu moins de photos à trier. Plus vous avez de photos à trier, plus vous vous lassez de votre propre image et puis vous risquez de rater des images. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de voir une image, vous n'en sentez plus le caractère unique, le caractère intéressant et ce caractère qui pourrait séduire d'autres personnes, et ben vous passez à côté. Cela dit, ça peut être bien de shooter aussi très rapidement parfois lorsque vous avez des animaux en déplacement, lorsque vous avez une capacité qui est impossible, eu égard à votre attention, de saisir à plusieurs endroits en même temps, plusieurs situations, plusieurs scènes d'animaux. Donc, il faut parfois être capable de shooter vite et parfois être capable de faire preuve de maturité et d'attendre avant de shooter. Donc, le photographe animalier, c'est énormément de compétences, comme vous l'avez compris, c'est du matériel. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout de suite un matériel haut de gamme ou quoi que ce soit? Pas forcément, on n'est pas obligé d'aller faire de la photo avec du téléobjectif à 50 mètres. On peut très bien aussi prendre le monde, l'entomologie, le monde des insectes, qui est passionnant. On peut très bien aussi jouer le temps, c'est-à-dire vous vous mettez dans une cabane qui est spécialisée, dans lequel en fait on va pas, l'animal ne va pas voir votre chaleur, ne va pas sentir votre odeur, vous n'allez pas vous parfumer pendant des heures le matin, etc., etc. Et donc vous allez vous fondre dans la nature et vous pourrez rester là une journée, 2 journées, 3 journées, oui, 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 4 journées, voilà, et vous attendez que la nature reprenne ses droits et que l'animal passe devant vous. Et là, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec des animaux qui passent à 50 centimètres de vous, 1 mètre de vous, sans que pour autant vous ayez le maximum de téléobjectifs, etc. Donc, avoir un appareil de qualité, oui. Avoir des appareils qui résistent au froid, évidemment. Des batteries, ça, il n'y a pas de discussion, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Mais dans tous les cas, on n'est pas obligé d'investir des centaines de milliers d'euros dans des appareils. Le problème de l'informatique et des appareils, c'est que vous avez des choses à 10 euros comme des choses à 100 000 euros. Bon, bah, c'est tout souvent très difficile de faire la différence. Alors, pardon, il est déjà 22, ça fait déjà 22 minutes que je parle, je vais répondre aux questions. Quelles sont les conditions d'admission à vos formations, nous demande Valentin. Nous, c'est d'Hydromax, hein, comme vous le savez, hein, Diderot, c'est le groupe qui héberge EGPN, et donc il faut s'inscrire sur d'Hydromax pour faire son dossier. On est dans 9 villes en France, les 9 plus grandes villes de France, vous allez nous trouver, donc vous pouvez postuler sur une plateforme qui redistribue dans les 9 villes, et vous n'avez pas besoin de faire 9 dossiers, vous en faites qu'un, et si vous êtes pris, vous choisissez le dossier, la ville dans laquelle vous voulez aller pour faire votre dossier. Et on n'est pas sur Parcoursup, bon, sauf pour l'alternance, mais le préférant, il vaut mieux passer par notre plateforme, c'est quand même plus simple. Les frais de scolarité, on est aux alentours de 6 000 euros. Où sont situés les campus? Ils sont situés, comme je disais, dans les plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille. Non, pas Marseille, pardon, Aix, c'est le campus d'Aix-Marseille. Montpellier, Nice, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, voilà. Si j'ai oublié Nantes, je l'ai dit, ouais, peut-être pas. Quel est le profil idéal pour exercer les métiers de la photographie animalière? Je ne sais pas s'il y a un profil idéal, mais j'ai envie de dire deux choses. C'est une excellente question, ça, Marvin. J'ai envie de dire, la patience, parce que c'est vrai qu'il faut être patient. Si on est, moi, je suis un peu, vous voyez, je suis un peu tonique, on va dire. Hein. Je peux me lasser assez rapidement. Bon, je ne sais pas si je ferai un excellent photographe animalier. Voilà, c'est pas du tout mon domaine et autant j'aime bien l'écologie, évidemment, et je peux être un bon naturaliste dans certains domaines, où je l'ai été quand j'étais plus jeune, ça fait des années que je n'ai pas pratiqué vraiment, mais voilà, la patience, point numéro un. Deuxièmement, la connaissance. Voilà, ça, c'est évidemment capital. Connaître, apprendre par cœur, apprendre soi-même, apprendre par les autres étudiants qui sont avec vous, par les profs, par les cours qu'on va vous donner. Vous savez qu'on vous donne les cours à l'avance sur la plateforme qui s'appelle NetCampus. Vous avez tous vos cours, donc vous n'avez pas besoin de gratter le cours chez nous. Hein, on vous donne tout à l'avance, qui comme ça vous permet de ne pas avoir le souci de savoir où est l'information, que vous l'avez l'information.
Mais après, cette information, il faut la retrouver sur le terrain. Donc, information devient connaissance parce que le prof, parce que les autres étudiants, parce que vous le travaillez. Et puis après, ça devient compétence lorsque vous allez sur le terrain. N'oubliez pas, hein, enfin, n'oubliez pas, si je puis me permettre, hein, information, connaissance, compétence. C'est toujours un peu les 3 niveaux, hein. Information, Wikipédia, des articles, comme ça, les choses qui rentrent dans votre tête un peu comme ça, qui vous marquent, mais pas plus. La connaissance, c'est quelque chose que vous avez travaillé, discuté, le prof, les élèves, les devoirs et tout. Et la compétence, eh ben, c'est le terrain. Hein, c'est la réalité, la compétence. Hein. En écologie, on n'a pas des gens qui sont connaisseurs et pas compétents. En général, ça se joint. Mais par contre, vous avez d'autres domaines dans lesquels c'est possible. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui sont très bons en biologie, mais qui vont être incapables d'être un médecin, par exemple. Le médecin, c'est quand même la compétence de la biologie, hein. L'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, etc. Donc, là, les deux points vraiment les plus importants, me semble-t-il, hein, voilà, la patience et la connaissance. Il y en a, les messages, ben, bien sûr, on n'a pas besoin d'être intéressé par l'école pour écouter des choses que j'ai à dire, j'espère en tout cas. J'ai l'audace de penser que parfois je dis des choses intéressantes. Pour quelle structure peut travailler, pardon, un photographe animalier et nature? Plein de structures. La plupart de ceux que je connais sont plutôt complètement autonomes. C'est-à-dire qu'ils font leurs photos, ils font leur image, comme ils disent. Hein, aujourd'hui, on a le mot image qui fait un peu classe. Donc, tu fais ton image et derrière, tu vas la vendre. Tu fais ton image et derrière, tu peux séduire du CNRS, tu peux séduire Belin pour les manuels scolaires, tu peux séduire Givenchy et je sais pas, moi je connais rien aux marques Dior ou je sais pas quoi. Tu peux séduire l'État français parce que tu peux séduire le CIRAD, tu peux séduire, voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs de photos. Attention, hein, c'est un truc de dingue. Hein. On a l'impression que non, mais on s'est dit avec Internet, tout va changer. Non, Internet n'a fait que renforcer. Alors, je vous parle même pas d'Instagram et tous ces trucs-là. Bon, voilà. Et oui, je suis un vieux. Moi, j'ai ces trucs-là, TikTok et je sais pas quoi là. Bref, tout ça, ça bouffe de l'image. Donc, les droits d'image sont importants. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire beaucoup de photos et de les mettre à des droits d'image très faibles, mais que tout le monde utilise votre photo. Et surtout, ne pas oublier, même maintenant, mon fils, mon petit dernier, je lui dis toujours de mettre son nom sur les photos. Mettez votre nom sur vos photos. Hein, vous faites du numérique et dessous, vous marquez Jean-Paul Martin et à la limite, un petit mail ou n'importe quoi, un truc, tac, voilà. Et le mec, il sait qu'avec ça, il peut vous retrouver votre truc Instagram. Là, en général, vous avez un truc Instagram, là, tac, vous mettez ça et vous avez votre photo qui est marquée. C'est bête, mais ça mange pas de pain. Après, vous pouvez laisser le mec l'utiliser. Vous savez, moi, je dis toujours à nos étudiants, bah, utilisez les sources. Vous piquez les images à quelqu'un, rendez-lui hommage et dites-lui, bah voilà, on a pris cette image à tel endroit, c'est de lui, c'est machin, et les gens sont contents. Donc, mettez votre nom sur vos photos. Ça, c'est le conseil que je vous donne absolument. Donc voilà, après des structures en tant que telles, je ne sais pas la nommer d'une structure qui dirait, moi, je recherche un photographe animalier, petit, bah, VVF probablement. Bon, voilà, il y en a, mais c'est pas comme ça. Attention, le monde du travail du photographe animalier, c'est pas un monde de fonctionnaires. Hein. Vous n'allez pas trouvé postuler pour le concours photographe animalier. Hein. Donc, bonsoir. Si on souhaite faire une formation bachelor EGPN, est-ce qu'il y aura des cours de photographie animalier naturelle ou il faudra l'apprendre par nous-mêmes? Ben si vous faites, alors, j'ai peut-être pas bien compris la question, mais si jamais vous faites le bachelor photo, ben évidemment, il y a des cours. Si maintenant vous faites le bachelor tout court, il n'y a pas le bachelor tout court chez nous, mais vous m'avez compris, le bachelor classique, il n'y a pas de cours de photo dedans, non. Ou alors il y a peut-être une initiation, mais je ne l'ai pas en tête. Je crois pas. Non, je dis une bêtise. Il n'y a pas de cours. Donc, c'est soit vous faites le bachelor photo, soit vous faites le bachelor classique. D'accord. Allez sur le site de l'EGPN, hein, vous verrez, normalement, c'est bien expliqué, hein, j'espère. Sinon, vous venez à une journée porte ouverte, il y en a en janvier, je crois, voilà, où vous appelez, vous téléphonez, vous vous renseignez, voilà. Toujours est-il que dans tous les cas, la photographie, ça demande de l'exercice. Hein. Alors, c'est un petit peu comme je dis toujours hein, pour l'écologie. Hein. Alors, je me répète, hein, je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu, qui m'ont déjà entendu sur un live, mais le terrain. Donc, la science, le terrain. C'est-à-dire que oui, on est des scientifiques, donc on raconte pas de conneries. On va sur le terrain. Vous allez sur le terrain tous les jeudis avec nous, avec l'école. Hein, tous les jeudis, vous sortez. Et le week-end, il faut ressortir. Mais c'est impératif. C'est comme si vous disiez, moi, je veux devenir médecin, je veux faire des opérations, devenir cardiologue, mais je veux surtout pas pratiquer. Non, ça n'existe pas en fait. Voilà, c'est juste pas possible. Quoi. Ça marche pas. Quoi. Un pilote de chasse, il a besoin de s'entraîner. Quoi. Un pilote tout court, d'ailleurs, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'entraînement, c'est important.
Entraînement, c'est d'abord le fait aussi de regarder, apprendre à regarder. Entraînez-vous, vous savez, le jeu de Kim, comme on dit, vous savez, vous mettez sur une table des objets et après, vous mettez un drap dessus où vous tournez et vous essayez de dire ce qu'il y a comme objet. Ça, c'est votre capacité à être observateur. Alors très souvent, on néglige cette capacité à être observateur parce que, en général, on n'a pas besoin forcément d'être observateur. Mais essayez de l'être. Vous êtes en voiture, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le métro, vous essayez de regarder autour de vous les gens. Comptez les gens. Combien il y a de personnes? Combien il y a de personnes, hommes, femmes, grands, petits? Combien il y a d'enfants? Combien il y a de personnes qui ont un chapeau? Combien de personnes qui ont des lunettes? Combien il y a de personnes qui ont un jean? Combien il y a de personnes qui ont des tennis, des chaussures? Vous voyez, être observateur, c'est aussi être capable d'arriver à classer comme ça les informations. Et ça, ce sont des exercices d'apprentissage. Personne ne naît observateur. Non, voilà, ça n'existe pas. Ça s'apprend. Ça s'apprend à repérer, à classer, à organiser, à regarder et à se dire oui, là j'ai vu ça, là j'ai vu ça, oui, donc si je vois ça, il y a ça après, ta, ta, ta. Voilà. Ça s'apprend tous les jours, dans n'importe quel endroit. Le métro, la bagnole, vous êtes avec vos parents, vous rentrez chez vous, vous vous dites tiens, la bibliothèque de papa, je l'ai regardé 1000 fois, est-ce que je suis capable de dire combien il y a de livres rouges, combien il y a de livres bleus, verts, le dos du livre, hein, vous savez, là, ce que vous appelez la tranche, c'est le dos. Combien, ben voilà, c'est ça. Être observateur, ça se développe, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. Et ben dans la nature, c'est pareil. Quand vous arrivez pour la première fois, vous voyez du marron, du noir et du vert, et vous êtes paumé. Et petit à petit, le vert devient quelque chose, se distingue. Bon, bah, voilà, vous faites preuve d'observation. Ça, c'est quelque chose qui manque à tous les étudiants. Tous les étudiants, lorsqu'ils arrivent chez nous, manquent d'observation. C'est une critique que font tous les enseignants, c'est vous n'êtes pas assez observateur. C'est normal, hein, parce que voilà, vous arrivez, on vous l'a jamais dit, donc vous risquez pas de l'être. Hein. Et le lycée ou le collège ne vous a certainement pas appris à être observateur, et encore moins l'université. Donc il faut non, pas encore moins. Pareil, l'université. Donc, il faut être observateur et pour ça, ça s'étudie, ça s'apprend, ça se pratique. Mais je crois qu'il est 32 et le Studirama va me gronder. Donc, chers amis, eh ben, je vais vous laisser. Hein. Comme d'habitude, ça a été très vite. Je ne sais pas si vous voyez le temps passer comme moi, mais voilà, j'ai jamais. Oh, j'ai même pas été sur Ringover s'il y a des questions. Bon, s'il y a des questions sur Ringover, j'y répondrai après. Hein. Vous avez vu le message là, Ah oui, il y a des questions. Les débouchés, voilà, j'en ai parlé. Waouh, il y a plusieurs questions. Bon, je répondrai en particulier. Le numéro de téléphone, là, 07 57 93 40 22. Vous pouvez poser des questions dessus, je vais y répondre. Alors peut-être pas forcément tout de suite là parce que j'ai d'autres choses à faire là maintenant là qui m'attendent, mais je réponds à toutes les questions. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui m'y colle ce numéro là. D'accord? Les amis, merci beaucoup pour votre patience, pour avoir été là, pour m'écouter et aller dans la nature. N'oubliez pas. Hein, allez dans la nature, avec ou sans appareil photo, allez dans la nature, soyez observateur, travaillez, restez scientifique, ne croyez personne dans ce qu'on vous dit, toujours vérifier les infos, vérifier, vérifier, vérifier. Ciao les amis, la science.